Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV et comme tous les jours, on aborde dans cette émission les sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Notre dossier du jour est consacré à l'un des dossiers brûlants pour les municipales à Paris en 2026, la question de la mobilité dans la capitale. Si l'on connaît dans les grandes lignes les propositions du candidat socialiste Emmanuel Grégoire en la matière, la parole de Rachida Dati, elle, était très attendue. La maire du 7e promet de sanctuariser la place du piéton et de transformer la rue de Rivoli. Pas de remise en question de la place du vélo, donc, mais pas non plus d'annonce forte pour soutenir les automobilistes qui sont des grands perdants, on le rappelle, de la politique d'Anne Hidalgo. On en parle avec nos invités en plateau et on essaye d'aller un petit peu plus loin que ces effets d'annonce, évidemment. En culture, le génie de Philippe Geluck sur notre plateau, dans son dernier album et dans une exposition qui lui est consacrée au musée Mayol. Le papa du chat sera sur notre plateau et il est bien décidé à réécrire sa propre histoire. En conso, aujourd'hui, c'est l'heure du premier bilan pour Shein et son corner au BHV. On ne peut pas dire pour l'instant que le bilan commercial soit au rendez-vous. On en parle tout à l'heure avec Pauline Landé-Barrault qui a consacré une enquête. La question des mobilités et du juste partage de l'espace public sera sans aucun doute un des marqueurs de cette campagne pour les municipales à Paris. Si d'un côté Emmanuel Grégoire prône la continuité avec Anne Hidalgo et se félicite de progrès réalisés pour les vélos et les piétons, nous ne savions encore que peu de choses sur les orientations que prendrait la politique de Rachida Dati sur le sujet. Les choses ont donc été clarifiées dans la tribune du dimanche où l'actuel maire du 7e a promis l'apaisement dans un Paris, je cite, bloqué, fracturé, épuisé par une idéologie qui oppose les modes de déplacement. On va en parler avec nos invités autour de la table. Frédéric Badina, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes conseiller de Paris écologiste et porte-parole de campagne pour David Béliard. Nelly Garnier, vous êtes conseillère de Paris, également porte-parole de la campagne de Rachida Dati. Yves Cara, porte-parole mobilité Club France. Alors, je vais me permettre une petite caricature pour commencer, parce que dans mon esprit, si je devais caricaturer, j'imaginais Emmanuel Grégoire défendre le vélo et Rachida Dati défendre la voiture. En tout cas, dénoncer, plus que détricoter la politique menée par Anne Hidalgo en la matière. C'est pas tout à fait le ton des annonces qui ont eu lieu samedi dans la tribune du dimanche. Vous savez, nous, ça fait justement parce qu'il y a eu une approche très idéologique et qui a vraiment voulu opposer les Parisiens les uns aux autres. La gauche a toujours essayé de nous enfermer dans un camp. Mais la campagne, je dirais de manière globale, ce qui nous caractérise, c'est qu'on va du 1er au 20e arrondissement. On parle à l'ouest, on parle à l'est, on parle au quartier aisé, on parle au quartier populaire. Et on ne veut stigmatiser personne. Parce que vous savez, on est une grande métropole. Donc on n'est pas là pour être la défense d'une secte, d'une caste. On est là pour organiser la vie de gens très différents, de gens qui ont des problématiques différentes et essayer de manière pragmatique de faire que ça se passe bien. Donc notre approche de la mobilité, c'est la même. On n'est pas là pour juger les gens, on n'est pas là pour les stigmatiser ou leur donner des leçons de morale. On est là pour faire en sorte que Paris joue sa fonction de grande capitale et que les flux puissent circuler en protégeant tout le monde et en premier lieu les plus fragiles qui sont les piétons. Frédéric Badina, quelle a été votre réaction en découvrant les propos de Rachida Dati et son plan mobilité? Est-ce que c'était ce à quoi vous vous attendiez? On ne s'attendait pas à grand-chose, hormis le fait qu'à un moment, on reparle de la place de la voiture dans l'espace public, évidemment, parce qu'on sait que pour Rachida Dati et la plupart de ses soutiens, le retour de la voiture dans l'espace public reste un mantra et que se confronter aux automobilistes, c'est quelque chose qu'elle ne souhaite pas faire. Nous le faisons depuis un certain temps. Vous trouvez que c'est le ton des annonces, notamment dans la tribune du dimanche? Moi, je trouve qu'elle parle très peu de la voiture. Elle parle très peu de la voiture, mais c'est assez sibyllin parce qu'elle dit quand même que le réaménagement de la rue de Rivoli, il faut quand même laisser une petite place à la voiture. Oui, c'est vrai. Et donc pour nous, mais c'est timide quand même comme annonce sur la voiture. C'est pas un bon signal, on trouve que c'est tiède et on pense nous qu'il y a un moment où quand on veut réaménager l'espace public, il faut savoir le faire de manière coordonnée et faire en sorte aussi d'avoir un objectif clair, c'est réduire la place de la voiture dans l'espace public. La réduire encore ? Continuer à la réduire, bien entendu, évidemment, en permettant aux piétons de mieux se déplacer, en permettant aux parents et aux enfants de se déplacer dans un espace moins pollué. Yves Cara, une réaction? Vous voulez vraiment que je réagisse? Oui, on adorerait. J'ai fait 3,5 km aujourd'hui dans Paris, j'ai vraiment marché tranquille. Je n'ai pas l'impression que le piéton est vraiment en danger, déjà une première chose.
En ce qui concerne la voiture, moi, on peut être déçu que personne ne revienne sur le prix scandaleux du stationnement de certaines voitures dans Paris. Hein, ça vous fait sourire, Rachida Dati a annoncé c'est totalement scandaleux. Je vais vous dire, moi oui, tout à fait, pour les résidents. Je connais des Bretons qui sont venus dans Paris en voiture, ils n'étaient pas venus depuis 3 ans. Ils disent on ne viendra plus jamais, le prix du stationnement c'est scandaleux. Donc on vide Paris de ceux qui viennent ailleurs, mais ça c'est pas grave, si ça vous plaît, allons-y, continuons comme ça. Pourquoi pas voir si vraiment, alors le vélo dans Paris, ok, il n'y a pas de souci, et dans toutes les villes c'est utile, mais vraiment voir si certaines pistes cyclables sont vraiment efficaces, si c'est 3 vélos par semaine, pourquoi pas à la limite, pourquoi pas élargir les trottoirs pour les piétons, pas seulement faire la place pour la voiture, mais se poser vraiment les questions de savoir si certaines pistes cyclables sont efficaces ou pas. Il y en a plein, franchement, elles ne servent pas à grand chose parce qu'il n'y a personne. Et puis, moi, je trouve que le tunnel sous le Louvre était fermé le week-end, c'était bien, mais la semaine, pour ceux qui travaillent, c'était utile. On pouvait traverser Paris d'est en ouest, ou d'ouest en est plutôt, c'était pas mal, ce qu'on ne peut plus faire du tout aujourd'hui. Donc voilà. C'est plus possible tout est possible. Voilà ce qu'il faudrait pour apaiser Paris, apaiser Paris et que tout le monde puisse circuler en bonne entente. C'est plus possible aujourd'hui parce qu'il n'y a pas une seule grande capitale européenne ou même des grandes villes moyennes en France ou des très grandes villes en France qui n'ont pas fait ce travail de regarder comment faire en sorte que les flux automobiles puissent se faire autrement qu'en passant par le centre. Par les centres urbains. Aujourd'hui, on essaye de faire en sorte de contourner les villes pour apaiser, justement, pour réduire la pollution. Et donc aujourd'hui, c'est le sens que l'on doit donner, c'est l'histoire qui doit s'écrire à Paris, qui s'écrit partout ailleurs. Il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas à Paris. Pollution de l'air et pollution sonore, on l'imagine. Malgré tout, il y en a qui n'ont pas le choix. Hein. C'est d'ailleurs ce qu'explique Rachida Dati. Il faut que tout le monde puisse circuler et puisse se déplacer. Vous voyez l'approche de la gauche. L'approche de la gauche, c'est de dire il y a un mode de mobilité qui est bien, les autres ne sont pas bien. Nous, notre approche, elle est pragmatique. C'est vrai, vous l'avez dit, vous n'êtes pas sentir d'insécurité dans la rue. Nous, moi, j'ai rencontré énormément de personnes âgées, de familles avec enfants. C'est d'ailleurs pour ça qu'on revient sur la problématique des quais. Parce que vous savez, les quais, ils sont saturés. Et d'ailleurs, c'est une des problématiques de Paris, c'est que c'est un espace petit, donc qui est souvent saturé. Donc si vous n'organisez pas bien, vous créez des problématiques de conflit. Et vous avez très bien juste que Rachida Dati propose de réserver les quais bas aux piétons. Voilà, les quais bas aux piétons. Pourquoi ? Parce que vous regarderez sur les quais, vous avez effectivement des gens qui font du jogging, mais vous n'avez pas souvent les personnes âgées. Quand on est avec des enfants, on est en train de regarder dans tous les sens parce qu'on a peur qu'ils se prennent un vélo ou une trottinette. Et donc, nous, ce que nous proposons, c'est un plan de mobilité à l'échelle de Paris, ce qui n'a jamais été proposé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si, le plan de mobilité, c'est exactement ce qui a été dit. Ce qui a été dit, c'est que dire, par exemple, on a beaucoup de pistes cyclables qui sont est-ouest, ouest-est. Il y en a beaucoup. Donc, on peut rationaliser vers lesquelles on dirige les flux. Par contre, il n'y en a pas beaucoup nord-sud. Vous savez, moi, je suis venue du Conseil de Paris à vélo, je suis venue par le boulevard Sébastopol. Il y a Magenta, vous êtes élu du 18e, et on voit bien que ces pistes, elles ont tendance à être saturées, voire on est encore sur le mauvais agencement de Magenta où il y a le trottoir et la piste cyclable où tout le monde se rentre dedans. Donc nous, notre logique, ce que je dis quand on est pragmatique, c'est de dire on organise les flux. Donc ça veut dire cartographier l'état des mobilités aujourd'hui ? Cartographier et proposer quand c'est possible de l'alternative et voir si ça reporte. Moi, je suis élue régionale. On a fait avec Valérie Pécresse le prolongement de la ligne 14 qui est une ligne automatique. On est en train de se rendre compte que de pouvoir aller en métro jusqu'à Orly, ça change totalement le rapport qu'ont les gens par rapport à la circulation automobile sur cette taxe. Donc, c'est-à-dire ça désenclave ? Ça désenclave, c'est-à-dire qu'il y a un report vers le métro parce qu'il vous met directement dans l'aéroport, plutôt que vers le taxi ou la voiture individuelle. Et ça coûte moins cher. Donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir. On est en train, avec Valérie Pécresse, on est en train de moderniser totalement le réseau de transport. Ça a été un investissement massif qui était lié à des efforts de bonne gestion financière. Donc mais ça, je crois que tout le monde est plutôt aligné avec le fait... Non, mais on va avoir de nouvelles lignes. Là où on a des lignes, là où on a des pistes cyclables, là où on a des possibilités alternatives, on peut désengorger la voiture. Là où on n'a pas d'autres possibilités, on doit faire en sorte que la ville, elle vit. C'est simplement organisé avec bon sens et pragmatisme, sans stigmatiser. Donc une juste place pour chacun. Une juste place pour chacun, parce qu'on croit aussi à la liberté individuelle et à la liberté de choix dans les modes de déplacement. Pardon, mais vous avez dit tout à l'heure, Rachida Dati veut supprimer le vélo, en tout cas sur les quais. À la question « Jugez-vous que le vélo a pris trop de place ?», Rachida Dati répond « Non » dans la tribune du dimanche.
Mais c'est toute l'ambiguïté de son propos, c'est qu'on ne sait pas où elle veut aller, on n'a pas compris quelle était sa priorité. En réalité, ce qui se passe, c'est que... La priorité est aux piétons, c'est l'entête en tout cas de... La priorité, certes, aux piétons, très bien, mais moi, ce que je constate quand même, c'est qu'on a le droit à des leçons de morale et des leçons de méthodo sur l'organisation de l'espace public depuis maintenant le début de la campagne de Dati, mais ça dure déjà, de Madame Dati, pardon, et ça dure déjà depuis le début du mandat. C'est normal, c'est le rôle de l'opposition. Néanmoins, je vois quand même que dans les arrondissements de droite, et tout particulièrement dans l'arrondissement de Madame Dati, quand il s'agit de venir vers elle pour lui proposer des aménagements de l'espace public et notamment de travailler sur des rues aux enfants, etc., on vient vers elle en lui proposant une douzaine de projets. Sur la douzaine de projets, il n'y en a que 2 qui sortent de terre. Parce que vos projets sont mal conçus, c'est ce qu'on dit. Ils ne sont pas pensés la réponse de manière pragmatique. C'est le pragmatisme qui doit guider les... On était avec des associations. On était à Bastille. C'est pas de se poser la question systématiquement de savoir comment les riverains vont réagir parce que le petit plan de circulation, contre les riverains. Le plan de circulation va changer. Non, c'est de ne pas écouter les gens qui habitent dans un quartier. Que le travail à faire, c'est un travail sur le plan de circulation qui coordonne tout le monde. C'est ce que d'ailleurs nous faisons à Montmartre sur la piétonisation de Montmartre pour faire en sorte de mettre tout le monde autour de la table. Mais bien sûr que si, c'est l'objectif. D'ailleurs, il y a un certain nombre de rues qui sont aujourd'hui piétonisées parce qu'on a fait ce travail. Mais c'est que les gens ne sont pas assez intelligents pour comprendre. Je constate quand même que nous avons des maires d'arrondissement de droite devant lesquels on doit se rouler par terre pour obtenir ne serait-ce que quelques 50 mètres d'aménagement cyclable au prétexte que ça va modifier la vie des riverains. Vous dites que ça ne fait pas partie d'une politique cohérente et pensée sur la mobilité. On était dimanche place de la Bastille, effectivement, avec tous les collectifs de riverains. Bon, alors apparemment, ils n'ont pas compris, ils sont moins intelligents que la ville de Paris qui a compris pourquoi son plan était génial. Sur la place de la Bastille, écoutez, la place de Bastille, elle a été refaite. D'ailleurs, vous disiez, ça faisait partie des promesses d'Anne Hidalgo de 2020. De la circulation sur la place de la Bastille. Des millions d'euros pour le refaire. Personne, on regardait, ça fait quand même quelques années que c'est en place et que les gens auraient dû comprendre comment ça fonctionne. Il y avait des voitures dans la voie de bus, il y avait des voitures qui étaient en contresens, il y avait des vélos qui passent à la fois sur le terre-plein central et sur la piste Viclap qui contourne. Il y avait le boulevard Beaumarchais on était le dimanche à 9h du matin déjà complètement engorgé parce qu'ils se récupèrent les reports de toutes les rues. Donc on manque d'analyse préalable. Vous avez des riverains qui disent, écoutez, d'ailleurs c'est même effrayant comme logique. C'est-à-dire que moi, j'ai des riverains qui ont fait des plans très précis, qui passent leur soirée à essayer de réorganiser en se disant on va essayer de faire un plan qui fonctionne. Vous connaissez des gens étonnants. Non, mais c'est tous les collectifs, je vous assure, ils font les plans, ils se disent c'est pas possible, on va faire le travail d'un ingénieur, d'un urbaniste qui n'a pas été fait. C'est ce que dit Rachida Dati, elle veut des ingénieurs, des urbanistes. Ils vont voir la mairie qui leur dit écoutez, on a voté pour nous, on fait ce qu'on veut et on est les plus forts. Mais vous n'avez que ça à dire, on est les plus forts, tout le monde est content, on est parfait. C'est pour ça que chaque étude d'opinion montre que les gens ne sont pas contents. Qu'est-ce qui se passe sur la place de la Bastille quand on est automobiliste? On est un peu perdu? Il y a 15 ans, j'habitais juste à côté de l'Hôtel du Nord. Oui. Et pour aller jusqu'au périph', on mettait une demi-heure, 3/4 d'heure. Aujourd'hui, c'est 1h15. Et c'est volontaire de gêner tous les automobilistes. On ne veut plus qu'ils y aillent, on ne veut plus. Et place de la Bastille, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez... C'est David Belliard lui-même qui me l'a dit dans tous les débats que j'ai faits. On ne veut plus de voitures, on va tout faire pour gêner les automobilistes. Ça a été verbalisé. Ce que je trouve fabuleux, c'est que nous, on est apolitique, c'est pas un problème. Mais quand on fait de la politique, c'est pour améliorer la vie des gens, c'est pas pour la... Non, mais alors pas du tout. Alors pas du tout. On est pour une mobilité sûre, durable et pour tous, y compris pour les vélos et tout. Donc regardez notre site, vous comprendrez mieux. Oui, soyez un peu curieux, vous avez dû vous tromper. Mais je suis très curieux. Et donc, voilà, c'est la volonté de compliquer la circulation en voiture, c'est tout. Après, si ça convient à certains Parisiens, d'une demi-heure passer à 1h15 pour faire le même trajet, je ne vois pas où est l'amélioration en termes de pollution, vu que la voiture passe plus de temps. Ça tombe bien, la pollution elle a réduit à Paris. Voilà. Oui, elle a réduit, vous savez pourquoi? Allez-y. Parce qu'en 20 ans, vous connaissez l'amélioration des échappements des voitures? Ah oui, grâce aux constructeurs. Enfin, moi, je ne veux pas être en opposition ni avec vous, ni avec personne. Nous, on est vraiment pour les Français qui circulent en automobile. On n'est surtout pas contre les écologistes ou contre les Français ou contre la droite ou la gauche. Je vous dis, on est apolitique, ce n'est pas un problème. Maintenant, il faut que tout le monde puisse circuler. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, dans Paris, on ne peut plus y aller en voiture. C'est une volonté. Vous ne voulez plus, on ne peut plus se garer ou on paie très cher. Allons-y, on verra en municipal si vous avez eu raison ou pas. Ce que dit Rachida Dati dans le cadre de cet entretien. En disant ça d'ailleurs. Pas du tout. Ce que dit Rachida Dati, c'est qu'Anne Hidalgo et Emmanuel Grégoire ont abordé la question des mobilités avec un prisme
idéologique. Et c'est ce qui semble vous déranger et c'est ce qu'elle veut combattre. Vous parlez d'une approche plus pragmatique. Je sais que vous êtes irréconciliable, j'ai bien compris que vous n'étiez pas d'accord. Je veux simplement essayer de comprendre si on peut admettre qu'une logique par projet, une logique qui consiste à se dire, sur tel arrondissement, on a telle problématique. Là, la piste cyclable, comme expliqué tout à l'heure Nelly Garnier, est peut-être pas aussi utile qu'on l'imaginait. Est-ce qu'on peut aussi avoir cette logique plus de terrain qu'une logique systématique qui envisage de dire... On est en train de rentrer dans un débat d'ingénieurs. On est en train de rentrer dans un débat d'ingénieurs qui est très juste. C'est peut-être intéressant, mais moi, c'est assez curieux parce que j'ai vraiment l'impression qu'en fait, depuis le début, depuis longtemps, mais notamment depuis 2020, on a des maires de gauche, une maire de Paris, David Béliard, et des maires de gauche qui tentent de faire évoluer la question des mobilités et de l'aménagement de l'espace public. Et à côté de ça, des maires de droite qui n'ont jamais fait une seule proposition et qui se sont toujours cachés derrière une pseudo-idéologie avec derrière une capacité dans certains arrondissements, dans de nombreux arrondissements, à faire en sorte que les choses évoluent, y compris dans certains arrondissements de droite, il faut le reconnaître, notamment chez Delphine Burki, qui est plutôt extrêmement radicale sur ces questions-là. J'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut passer de Philippe Goujon, qui s'oppose à 30 mètres de piste cyclable, et à Delphine Burki, qui est en capacité de pouvoir en dérouler 1 kilomètre entier. Vous voyez, là, on est sur un sujet technique. On le travaille en ultra-localité. C'est comment on pense Paris dans son ensemble. Vous avez dit, vous avez d'ailleurs attaqué, moi je vais vous dire, je ne juge pas les gens. C'est vrai, j'ai dit c'est un enjeu fondamental. Moi, je traque tous les dimanches sur les marchés, donc je rencontre des gens. Je suis généralement sur le marché Bastille. J'ai un monsieur qui est venu me voir, qui m'a dit, voilà, je voudrais vous dire, Madame Garnier, on déménage parce que je dois aller faire des dialyses toutes les semaines et je ne peux pas. Et donc, je suis bloquée sur le boulevard Beaumarchais et donc je n'ai plus de taxi qui vient me prendre pour m'emmener faire ma dialyse, et donc je vais partir. J'ai eu un médecin qui est venu me voir, qui m'a dit, moi j'ai toujours été à gauche, j'ai trouvé plutôt que c'était bien d'ailleurs cette logique de développer les pistes cyclables, et puis je me suis rendu compte que mon père qui a 92 ans ne sort plus de chez lui parce qu'il a peur. Voilà, donc nous, on n'est pas, quand je vous dis, on prend une ville, ça doit pas être, on est justement pour une ville inclusive, c'est-à-dire que vous avez votre expérience de vie, et moi j'ai mon expérience de vie, je suis en bonne santé, je me déplace à vélo, ça me pose aucun problème, mais une ville, une grande métropole, elle doit pouvoir prendre tout le monde. Elle doit pouvoir prendre la personne qui est en chaise roulante. Elle doit pouvoir prendre la personne qui est âgée, qui se déplace avec une canne. Elle doit pouvoir prendre la famille avec des enfants. Et des enfants, c'est difficile de les tenir. Donc, ça vous angoisse quand vous voyez que c'est le bazar sur le trottoir. Donc, toutes les réalités. Et ce qu'on trouve... Enfin, voilà, ce qui est terrible, c'est qu'il y a des gens qui se sont sentis exclus de Paris. Ils se sont dit, cette ville, on ne veut plus de nous. Et d'ailleurs, il y a 12 000 habitants qui quittent Paris chaque année et qui quittent Paris pas uniquement pour les questions de logement, parce qu'ils quittent en petite couronne, où on est sur des prix similaires, mais parce qu'ils disent, bon, bah là, on peut élever nos enfants. Là, on peut être c'est des questions de qualité de vie. Et donc, c'est une question de qualité de vie. Et c'est ça qu'on met en avant. Et vous ne voulez pas l'entendre. Alors, vous allez me dire... Et quand on dit non sur 30 mètres de bout de piste cyclable, c'est qu'ils disent, bah, attendez, moi, je ne vois pas le schéma d'ensemble, et je ne suis pas d'accord avec votre vision d'ensemble. Je dis non à 30 mètres de piste cyclable quand je suis Monsieur Goujon, parce que je ne veux pas toucher au plan de circulation et que je ne veux pas emmerder mes riverains. Voilà. Est-ce que vous entendez les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes fragiles qui vous disent qu'elles sont en insécurité? La preuve que nous les entendons, c'est que dans toutes les mesures que nous mettons en place pour faire en sorte que le piéton retrouve de la place dans l'espace public, on fait des rues aux écoles. Jamais nous n'avons eu autant de personnes dans les rues aux écoles. Il y en a même d'ailleurs qui ont un succès trop important. Non, je ne dis pas que tout le monde est content. Mais si vous dites que tout le monde est content. Non, absolument pas. Vous parlez à un élu d'arrondissement qui a une délégation très opérationnelle en arrondissement. Je suis à portée de baffe. Est-ce qu'ils sont contents, les gens ? Il y en a une bonne partie qui sont très contents, qui sont extrêmement contents de ces aménagements de voirie. Mais moi, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous êtes encline à reconnaître que vous vous êtes trompé depuis le début du mandat? Je vous rappelle quand même que sur les berges de Seine, il y a eu un certain nombre de recours qui ont été déposés par la droite. Vous nous disiez, vous n'arrêtiez pas de nous dire que c'était une erreur, que ça allait embolir Paris, que c'était une catastrophe. Vous ne nous parliez pas de la place du piéton. C'est vrai qu'on a le sentiment dans ce qui a été divulgué dans la tribune du dimanche que Rachida Dati finalement se dit il y a un certain nombre de mesures qui ont été portées par Anne Hidalgo qu'on peut garder. C'est vrai pour une partie de la circulation. Vous nous avez reproché de développer des pistes cyclables après la Covid. Vous entendez pas si vous parlez en même temps, je suis désolée. Des Parisiens. Ce qu'on a contesté dans toute la méthode, c'est l'idéologie. C'est la méthode de dire on le fait sans étude d'impact, on s'en fait sans concertation
concertation avec les riverains, on se fait sans concertation avec l'usager, on décide. Regardez la rue de Rivoli. La rue de Rivoli, on propose un réaménagement. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a Ariel Vey qui vient de dire « Oh là là, mais moi aussi, je voulais faire une voie de bus en site propre. » Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas un bus qui circule rue de Rivoli. Et vous avez cette problématique majeure qui est qu'il n'y a pas de transport en commun. Et vous savez que notamment, le temps qu'on investisse, parce qu'aujourd'hui, Anne Hidalgo ne veut pas le faire, d'investir pour l'accessibilité du métro, et bien pour les personnes en situation fragile ou en situation... vous savez que parce que la ville de Paris ne veut pas mettre l'argent qu'elle doit mettre dessus. Parce que la ville de Paris met énormément dans les transports franciliens Le mode de longtemps. Transport aujourd'hui qui s'adresse à tout le monde, c'est le bus. Sur la rue de Rivoli, les bus ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été pensé, parce qu'on s'est dit, allez, on y va à l'aveugle pour punir et ça marchera. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Attendez, qu'est-ce qu'on va faire? Ce que j'essaye de vous dire, c'est que nous, on s'est opposés, comme pour le périphérique. Le périphérique, on ne peut pas dire, le périphérique, j'en fais, comme veut faire David Béliard, un champ avec des petits oiseaux, et se dire... on va faire un boulevard urbain, c'est un peu différent, voyez-vous. Comme beaucoup de maires de droite sur les autoroutes qui pénètrent dans Paris. Toute la circulation sur le périphérique, on ne sait pas où elle va aller. Il faut avancer. Aujourd'hui, en plus, on a des données. Aujourd'hui, on est en capacité de faire des mesures d'impact. Aujourd'hui, on est capable d'évaluer les politiques. Il faut les mener jusqu'au bout pour savoir les politiques qu'on mène derrière. Il faut travailler en concertation des projets et expliquer pourquoi on les fait, ce que vous n'avez jamais fait. Yves Cara, une réaction sur cette rue de Rivoli qui est devenue le calvaire des automobilistes. Ouais. Et on parlera aussi du périphérique, puisque parmi les propositions de Rachida Dati, il y a la continuité de ces revêtements pour nous protéger de la pollution sonore, du bruit. Mais il y a déjà une grande partie du périphérique 50%, qui est déjà, je crois, 50%, si je ne dis pas de bêtises. Et le périphérique couvert. Qui doivent être renouvelés régulièrement. C'est des bonnes idées? Dans ces débats, avant de répondre à votre question, Victoire, dans ces débats, ce qu'il y a de dommage, c'est que la région et la ville ne parlent pas d'une seule et même voix pour programmer un vrai plan régional et non pas Paris qui fait son truc et puis la région qui en décide d'autres et puis ils ne sont pas d'accord. Dommage qu'on n'ait pas eu les deux personnes représentant la région et la ville tout le temps ensemble en disant attendez, on a bien réfléchi, on va faire quelque chose pour tout le monde. Encore une fois, dans l'idée d'un plan cohérent d'un plan global. On ne peut pas modifier. Quand vous êtes dans un immeuble, s'il y a un appart au milieu qui fait du bruit et que les autres ne s'inquiètent pas, voilà. Vision politique opposée. Non, ouais, mais je ne sais pas, mais voilà, je ne veux pas juger. Mais c'est dommage qu'on n'en arrive pas à ça, et parce que là, on serait vraiment efficace. Maintenant, sur la rue de Rivoli, vous voulez encore un exemple? Moi, je suis très concret. La dernière fois, j'arrive à la gare de Lyon, je me dis, je ne vais pas prendre le métro pour une fois, parce que je marche, je prends le métro beaucoup, pas en vélo, un peu en voiture, un peu en moto. Enfin, en moto, c'est plus possible, même en moto. Et je me dis, je vais prendre le bus. 3 quarts d'heure pour la rue de Rivoli. Voilà. 3 quarts d'heure. J'étais bloqué 3 quarts d'heure dans la rue de Rivoli. En fait, moi j'ai l'impression d'être. J'emprunte très souvent la rue de Rivoli, je dois dire que c'est vrai. Encore une fois, j'ai l'impression d'être au café de comptoir. Je veux juste dire. Voilà, c'est une expérience. Après, peut-être qu'un jour, c'est l'idée. Ce que je veux dire, peut-être qu'un jour, moi, je parle pas en l'air en disant, voilà mon expérience. Alors, peut-être qu'un jour, le lendemain, j'aurais peut-être mis un quart d'heure. Ce jour-là, j'ai mis 3 quarts d'heure juste pour la rue de Rivoli, c'est tout. J'ai même fait des vidéos et des photos en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Et le chauffeur de bus avec qui j'ai discuté, parce que je suis un peu curieux, m'a dit, c'est normal, monsieur, c'est toujours comme ça. Je ne sais pas. Donc après, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai vécu ça. C'est peut-être pas l'exemple. Retour de terrain. Je peux donner un conseil quand même, peut-être aller dans les cafés pour faire campagne. Les gens vont vous dire ce qu'ils vivent. On était dans le 18e, vous savez, dimanche, on était dans le 18e, vous savez. Vous avez bien fait. Vous étiez dans le 18e, dans un quartier où vous remarquez. J'ai pas vu votre élu du 18e, monsieur Granier d'ailleurs. Il était avec nous. Il était avec nous. On le voit pas beaucoup sur les vidéos. Où beaucoup de femmes nous ont dit on peut plus sortir dans la rue, où il y a une insécurité majeure, où il y a des agressions sexuelles permanentes. Donc, je ne sais pas si vous êtes fiers de votre bilan, mais nous, on est dans la rue. Je me permets de recentrer sur la mobilité. Je suis désolée, mais c'est déjà très sportif. Les électeurs, et ça pourrait nourrir votre expérience, parce qu'on ne peut pas fonctionner que par idéologie quand on est maire. Je suis désolée, je ressente sur la mobilité, puisque c'est quand même le sujet pour lequel on est autour de la table aujourd'hui. Est-ce qu'on arrive à sortir pour vous une ou deux bonnes idées dans ce qui est développé par Rachida Dati? C'est toujours un petit peu compliqué. Là où je suis étonnée, c'est qu'il n'y a absolument rien sur la place de la voiture et le stationnement. Le stationnement, c'est un élément majeur. En tout cas, moi, je n'ai pas vu grand-chose. Sur le stationnement, Rachida Dati affirme que le stationnement ne doit pas être une taxe déguisée. Elle instaurerait un nouveau tarif résident. Eh bien, je m'attendais un petit peu à ça. En fait, pour moi, le sujet, c'est pas la taxe. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on propose comme alternative aux automobilistes pour stationner.
Et aujourd'hui, l'ambition... Ces parkings, je crois, en périphérie qu'elle propose. On propose deux choses. Nous, on est sur une logique... Bon, je sais pas, on y arrive. Ouais. Vous savez, vous n'êtes pas non plus... Non, mais vous montrez l'image que vous montrez, les Parisiens voient comment vous êtes. Vous savez, on est pour les Parisiens, nous on considère que c'est déjà compliqué d'être dans Paris. Et donc on dit... vous savez, aujourd'hui, il y a une logique de tarif résident ou de desserte locale. C'est les 3 rues autour de chez vous. Nous, on dit c'est déjà un effort, c'est déjà un coût de vivre dans Paris. Et donc, on voudrait expérimenter que ça soit au niveau de tout Paris. C'est-à-dire, vous êtes parisien, vous avez une voiture dans Paris, et bien vous devez avoir une facilité de stationnement dans tout Paris et un tarif abordable dans tout Paris. Pas juste dans les 3 rues autour de chez vous. Et de la même manière, ce qu'on a dit sur la rue de Rivoli, c'est qu'on voudrait expérimenter qu'elle soit ouverte sous forme de desserte locale, mais pour tous les Parisiens. C'est-à-dire pas au-delà, mais pour les Parisiens, parce que on considère que c'est déjà compliqué de vivre dans Paris, on veut faciliter la vie des Parisiens. D'accord. Oui, ben, enfin, non, vous avez pas vu. Non, la ZTL, c'est pour les 3 rues autour de chez vous. Je suis bien placée, je l'emprunte tous les jours, cette rue. Ensuite, vous avez la problématique des gens qui viennent de banlieue. Comme je l'ai dit, il y a un effort majeur, massif, qui est fait sur les transports en commun. Mais il ne répond pas aux besoins de tout le monde. Mais il ne répond pas aux besoins de tout le monde. Donc, ce qu'on veut, c'est véritablement mettre ces parkings relais dont on a toujours parlé, mais qu'on n'a jamais mis en place. Donc ça, c'est en périphérie. Mais là encore, avec des délaissés, toutes les zones délaissées qu'on a identifiées autour du périph', sur des parkings qui sont sécurisés, qui sont gardés, où il y a de la vidéoprotection et qui connectent directement aux lignes, au réseau, donc, à du réseau transport. Donc ça peut être bus, métro, tram. Modernisé grâce à la région. Et donc l'idée, c'est surtout que ça soit à un prix très abordable. Et même Rachida Dati a dit, si la ville n'avait pas à ce point endetté, c'était pas à ce point endetté, on l'aurait fait gratuitement. Là, on ne pourra pas. Donc on fera un tarif abordable. Est-ce que c'est une bonne idée ? Parking relais, oui, tout à fait. Ça existe à Lyon. Enfin, à Lyon, ils commencent à les détruire un peu aussi. À Strasbourg, ça fonctionne très, très bien. Et c'est vraiment bien. Strasbourg, ça existe depuis longtemps. Ça existe depuis longtemps. Quand j'ai déménagé en Alsace, et ça fait un moment déjà, Retour plus de 10 ans. Retour terrain. Eh bien, ils existaient déjà. Ouais, non, mais c'est exemplaire. Pourquoi c'est une mauvaise idée ? C'est vrai, si vous permettez, la ville est juste à une dimension tout à fait différente de Paris. Et puis, ils ont mis beaucoup plus de temps, 20 ou 25 ans pour le faire. Donc, on n'est pas dans les mêmes problématiques. Vous avez 30 secondes. C'est exactement le sujet. En 30 secondes, moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est finalement un bilan critique de la politique de Valérie Pécresse, puisque quand elle est arrivée, qu'elle a pris son premier mandat, le premier truc dont elle a parlé, c'était un plan pour les routes et un plan pour les parcs relais. Nous n'en avons pas vu un sortir de terre. Oui. Et le fait est que tous les professionnels, et y compris tous ceux qui regardent les flux, les professionnels des transports et tous ceux qui regardent les flux, savent que ces parkings relais n'ont aucun intérêt en première couronne, en ultra proximité de Paris, qu'ils sont plus intéressants en moyenne couronne, voire en grande couronne. Et aujourd'hui, ces plans-là, on ne les voit pas en grande couronne. On ne les voit pas. Et en réalité, la politique de Valérie Pécresse, c'est de faire en sorte de rabattre le plus possible les automobilistes vers les transports en commun. Pour rabattre les automobilistes vers les transports en commun, il faut le faire en grande couronne et pas en petite couronne. Ça ne sert à rien. Et je pense qu'il y a beaucoup de maires de droite qui sont très étonnés, qui seront très étonnés de voir que la maire de Paris, celle qui aspire à devenir maire de Paris, demande à récupérer du foncier pour faire revenir de la voiture, alors qu'eux-mêmes travaillent sur cette place de la voiture dans l'espace public. 10 secondes. Non, moi je dirais juste, regardez, vous avez une majorité sortante, ça fait 25 ans qu'ils sont au pouvoir, ils considèrent que tout ce qu'ils ont fait est parfait, il n'y a aucune remise en cause. Donc voilà, il y a une majorité de Parisiens maintenant qui veulent que ça change, qui sont fatigués de cette gestion, de cette conflictualité, ils connaissent la politique de transport public, et ils ont compris notre logique, c'est protéger tout le monde, faire une place à chacun et apaiser. Merci beaucoup. On se quitte là-dessus. Je suis désolée, j'ai bien vu qu'on aurait pu continuer à en parler longuement, mais on doit passer maintenant à l'entretien culture avec Philippe Geluck. C'est parti. Geluck et son génie règnent en majesté au musée Mayol dans une exposition événement qui nous permet de toucher du doigt son chat et son processus de création unique. Il va pouvoir nous en parler sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. C'est forcément mieux de l'avoir en vrai avec nous, ainsi que de son 25e album du chat, l'origine du chat. Philippe Geluck, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de vous avoir sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Mais c'est moi qui suis trop heureux. Bonjour Victoire. Moi j'adore la thèse du 25e album, c'est un peu l'œuf ou la poule. Vous sous-entendez que le chat aurait pu vous préexister, on ne sait plus qui a créé le chat et qui a créé le dessinateur. Exactement, alors je me suis posé cette question un jour parce que je m'étais dit je vais raconter l'enfance du chat. En imaginant. Que vous n'aviez pas fait. Mais non, quand je l'ai créé adulte. Adulte. Tintin a été créé adulte, ou jeune homme, et tous les personnages ont été créés adultes. Et je me suis dit, il a peut-être eu une enfance. Donc j'ai commencé à faire des croquis, des dessins, et puis je me suis dit, ça va pas tenir un album entier, parce que ça risque d'être un peu lassant. Surtout que je voulais montrer que quand il était petit, il n'était pas très drôle. Donc ça aurait pu faire un album désolant. Et là, j'ai eu l'idée d'imaginer sa vie, depuis sa naissance dans une famille de chats,
Moi, ce que j'adore, pardon, mais que c'est le fruit d'une union entre un chat de gouttière Le papa. et une mère siamoise. Exactement, qui était très, très attachée à sa sœur. Hein, et puis elles ont été séparées et ça a pu commencer comme ça. Et donc on voit le chat, c'est un journaliste qui vient l'interviewer et il lui montre des photos de lui, bébé, enfant, etc. Puis il grandit et il devient persuadé qu'il sera un héros de BD, c'est le métier qu'il veut faire. Et il se met à chercher des dessinateurs, il va voir les plus grands, Maurice qui dessinait Lucky Luke, Peyo, les Schtroumpfs, Skeuten, et puis il se dit mais non, je suis con, je dois aller voir le meilleur d'entre tous, Hergé. Et là, il va essayer de le rencontrer, mais je ne peux pas vous en dire. Il ne faut pas en dire trop, évidemment. Il y a un vrai suspense. C'est aussi une grande première pour vous de nous présenter un récit en planche de bande dessinée. Pourquoi ce choix et pourquoi maintenant ? Ça m'est venu comme ça. Naturellement. Oui, c'est drôle parce que je fais les choses instinctivement. En fait, je me rends compte, si je me retourne un petit peu sur le passé, que je n'avais rien planifié. J'ai tout décidé au jour le jour. Quand Drucker m'a proposé de venir sur le plateau de dimanche, de Vivement Dimanche prochain, j'ai dit oui, mais je n'avais pas de projet pour la rentrée. Donc, ça arrive comme ça. Et là, je me suis dit, je vais raconter cette histoire, une partie de cette histoire, parce que tout le restant de l'album est un album un peu traditionnel, avec des gags, des strips, etc. Et je me suis pris, j'ai fait ça dans le train, entre Paris et Biarritz. C'est pas vrai. Ouais. Et j'ai crayonné, ma femme était plongée dans un livre, et j'ai crayonné mon histoire, mais d'une façon effrénée. Frénétique, et elle relève la tête. Ça venait comme ça. Et l'origine du chat était née. Voilà, et j'avais raconté mon histoire. C'est génial. Ouais. Pourquoi vous avez eu envie de raconter l'origine du chat ? Je trouvais que le titre avait de la le pêche. titre, il a de la gueule, hein, comme on dit. Après, si on parle de l'expo, vous verrez qu'il y a un lien. On va évidemment en parler. Mais qui était subliminal avec ça, parce que pas prévu. Mais pour revenir à l'origine du chat et l'origine de mon idée, est-ce que je peux vous répondre avec... pourquoi vouloir raconter l'origine du chat ? En fait, je n'en sais rien. Ça m'est venu comme ça. Encore une fois, spontanément, naturellement. Voilà. J'ai envie qu'on parle de vous et de ce que ça dit de vous aussi. Moi, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être une part de vous dans ce chat qui a des envies, qui se cherche, qui ne démord jamais, qui s'accroche. Il y a le côté, je suis un gaillard et je vais aller jusqu'au bout. Et j'aime bien cette détermination. J'aime bien l'idée de se dire, vous l'avez dit et on le voit dans l'exposition, il y a le côté, je ne savais pas qu'en dessinant un chat un jour, j'allais devenir ce que je suis aujourd'hui. Et c'est ce que vous le dites aux enfants sous une forme un peu de warning. Attention, parce que votre dessin d'enfant pourrait vous faire devenir quelqu'un. Et je trouve ça assez génial. J'avais créé un personnage un peu grotesque qui était chauve. Voilà. Suivez mon regard. Et je leur dis... Vous l'avez toujours été ? Non, je montre quelques photos dans l'expo dans lesquelles j'ai des cheveux. Je plaisante. C'est une preuve. Alors, irréfutable. Oui, entre le parcours du chat et le mien, il y a des points communs, évidemment. Cette envie de faire rire, continuelle. Et c'est vrai que je l'ai depuis la plus petite enfance. Et que, quand j'ai produit mes premiers dessins d'humour noir, mon père, qui avait été dessinateur de presse, a vu ça et il m'a dit « Waouh, là tu tiens quelque chose, ne le lâche jamais ». Il a tout de suite vu votre talent. Il l'a en tout cas encouragé. Ça, c'est formidable. Et puis mes parents ont effectivement été là encore à l'inauguration de l'expo des 20 ans du chat à l'École des Beaux-Arts en 2003. Et je ne vous raconte pas comme ils étaient fiers. J'imagine. Je les imagine très fiers et très émus. On va parler de cette exposition géniale au Musée Mayol dans le 7e arrondissement où on vous retrouve au travers aussi de votre processus créatif. Moi, j'aime bien rentrer dans la tête des artistes, essayer de comprendre comment ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors tout de suite, on est... un peu mis au parfum avec ce cartouche. Lorsqu'enfant, vous créez un personnage ridicule, dites-vous que 60 ans plus tard, vous pourriez bien finir par lui ressembler. Oui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je trouve ça assez génial. J'ai envie de vous demander, quel est le premier chat que vous avez dessiné ? Le tout premier, est-ce que vous vous en souvenez ? Alors, ça doit être enfant, mais là, je n'en ai pas de souvenir. Mais en tout cas, lorsque jeune homme, je commence à faire des aquarelles. Elles sont magnifiques, vos aquarelles. Oh, merci. C'est vraiment une période, et j'étais très marqué par Folon, par Topor. Et j'en ai retrouvé une belle série, parce qu'à l'époque, je les exposais pour gagner ma vie dans des galeries d'art, et j'en vendais, mais j'en ai préservé quelques-unes. Et j'ai parfois dessiné des chats. Et il y en a un qui apparaît sur une aquarelle, qui se rapproche d'oiseaux, avec un masque, il porte lui-même un masque d'oiseau qu'il tient dans la main, comme pour se fondre parmi eux. Et ce dessin-là,
je l'ai offert à celle qui deviendra ma femme et qui était ma chérie dès le premier regard en 1976, quand on s'est vu, je suis tombé mais fou amoureux d'elle. Extraordinaire. Et je lui ai offert cette aquarelle. Et c'était peut-être un signe prémonitoire, parce que quelques années plus tard, nous nous marions. Je dessine un petit carton de remerciements pour les amis qui nous ont fait des cadeaux. Vous l'avez peut-être vu sur ma table à dessin. Donc on voit une Madame Chat qui, avec des yeux papillonnants et un grand sourire, et on ouvre le carton et il y a Monsieur Chat qui est en train de lui offrir ses hommages de nuit de noces. Bon. Et ce chat-là porte des lunettes rondes. Et quelques années plus tard, en 83, le journal Le Soir me sollicite pour essayer d'inventer un personnage. Je repense à ce chat, je le mets debout, un manteau, une cravate, une chemise, toujours les lunettes, et c'était parti. C'est incroyable. C'est fou. C'est tellement instinctif. Encore une fois, vous nous parliez tout à l'heure de spontanéité. On retrouve cet instinct qui était là. Vous n'avez aucune idée de pourquoi un chat? Aucune. C'est vrai? Non. C'est un animal que vous aimez particulièrement? Que j'aime et qui m'aime. Quand je vais chez des gens... Le chat vient vers vous. Le chat de la maison vient vers vous. Et parfois, les gens me disent... Vous leur rendez bien hommage, faut dire. Ben voilà, il sait ce que je fais pour eux, bien sûr. Ce que j'adore, c'est découvrir vos croquis de jeunesse et adolescence qu'on découvre difficiles. Vous n'étiez pas super bien dans votre peau entre 14 et 16 ans. Non. Et heureusement que vous ne m'avez pas connu à cette époque, parce que j'avais des cheveux courts et gras, des lunettes de la Mutuelle et des boutons. C'est là que vous avez développé cet humour noir foncé? Ouais. Je ne m'aimais pas beaucoup. C'est une période qui est difficile. Oui, hein. On est... enfin, vous, j'imagine que ça a été... Ça a été atroce. C'est vrai? Atroce, l'adolescence. Bon, on va se parler de ça. On va se parler de ça. Ça va mieux Ça va beaucoup mieux maintenant. Non, mais vous savez, c'est la période... Vive l'âge adulte. Où j'avais l'impression d'être une chenille qui se transformait, et je suis devenu ce très beau papillon. Vous êtes devenu un papillon formidable. Voilà. C'est ce qu'on retiendra. Et douloureuse. Mais c'est une période qui est créatrice aussi. Oui, parce que l'humour m'a toujours... aider à exorciser. Ça vous a fait du bien. C'était cathartique finalement, cet humour-là. Et je le recommande à tous. Et sans vouloir faire la promo de mon expo qui est magnifique, je me dis que tous ceux qui l'ont déjà vu me disent, elle nous fait un bien fou. Dans cette période qui n'est pas simple, on ressort de là avec une pêche d'enfer. Je suis bien d'accord avec ceux qui disent ça. Parmi les couleurs de vos aquarelles, on a l'impression, au contraire, d'un univers plutôt tendre, plutôt doux. Et quand on regarde ce que vous faites à côté, je décèle déjà une part de folie. Je pense à ce tableau d'une charrue qui laboure un champ de visage. Moi, je peux m'empêcher de noter qu'ils sont tous chauves, mais vous m'avez dit que vous avez eu des cheveux un jour, donc je vous crois. Mais on note quelque chose d'assez incroyable. Il y a cette douceur dans les couleurs. Il y a déjà quelque chose d'acerbe, de très affirmé. Ouais. Ça vient après mes dessins d'humour très noir, d'un petit peu plus tôt, de l'époque où j'avais des boutons. Les aquarelles datent du moment où ces boutons m'ont quitté, où j'ai adopté les lunettes rondes comme certains, mais John Lennon m'a tout piqué. Hein. Moi, j'avais, voilà. C'est lui, je comprends. Oui, absolument. Oui, bien sûr. Et des trucs. Et là, j'ai commencé à produire des choses effectivement plus, un petit peu plus douces, plus gaies, mais avec ce fond de noirceur qui restait. Et cette noirceur ne m'a quitté qu'à la naissance de mon premier bébé. Oh, quand j'ai entendu son premier cri, j'ai compris que, effectivement, si un être arrive à la vie, il faut qu'un autre la quitte à un moment. Et c'est ça qui me perturbait. Mais avec les enfants et les petits-enfants... Vous avez tout compris à ce moment-là? Oh, c'est génial. J'adore, c'est hyper intime ce que vous nous dites. C'est très beau. J'ai envie qu'on parle aussi de cette œuvre complètement perchée, ce tableau d'un homme qui se coupe la main, où vous nous présentez la main coupée en 3D devant. Mais ce que vous racontez sur l'expo est incroyable parce que c'est toute la partie qui ne concerne pas encore le chat et qui passionne les visiteurs. Mais c'est bien aussi, c'est hyper important de vous connaître vraiment. Personne ne connaissait toutes ces alors que le chat, on le connaît. Et donc ça s'appelle L'homme à la main coupée. J'ai représenté un tableau à l'huile qui représente un type qui est, je crois, chauve. Oui, et qui a un couteau dans la main, et donc sur le tableau, le bras est comme ça, mais sur la tablette devant lui, il y a une main, et donc elle est tombée du tableau. Vous aimez cet absurde? C'est là que j'ai commencé à sculpter aussi, et oui, c'est ma vie, l'absurde, c'est l'humour au second, troisième degré, c'est toute ma vie. Je vous parlais de votre amour de l'humour. Moi, je ne peux m'empêcher de noter que vous êtes belge, parce que c'est pour ça que vous êtes aussi sympathique. Et aussi drôle. Non, je connais des vraies têtes de l'art en Belgique aussi. Ah bon? Il y en a, mais une minorité. Non, il y a quelque chose chez nous qui tient de l'improbable. Petit pays, dont tout le monde s'est toujours moqué, donc nous avons pris les devants. Moi, je ne me moque jamais des Belges. Ah, merci. Je les adore.
Je leur dirai. D'accord. Non, mais je le ressens bien et ça me touche. Mais l'autodérision. Oui, c'est important le pour vaccin, rire, franchement. c'est le vaccin pour tout le reste, évidemment. Si vous vous moquez de vous-même, après, vous pouvez tout vous permettre. C'est vrai. Et c'est ce que nous osons. Est-ce qu'on peut rire de tout? Oui. C'est tout. Sauf, alors on le sait bien et c'est tragique et je pense à mes amis massacrés de façon si odieuse lors des attentats de Charlie. Ils avaient représenté le prophète des musulmans et des imbéciles ont estimé que ce n'était pas leur droit jusqu'à les assassiner. Donc, moi, je m'y risquerais pas. Ce n'a jamais été une tentation, cela dit. D'accord. Même avant. Mais aborder les sujets du fanatisme, du terrorisme, du djihadisme, je le fais et je le fais tout le temps. Et je dessine sur la burqa et je dis c'est indigne de l'humanité. Quand vous le faites, vous avez peur? Non. Au contraire, je suis fier et j'y vais de plus en plus cash, de plus en plus souvent. Qu'est-ce qui vous réjouit dans cette exposition? Mais c'est d'avoir pu la concevoir entièrement jusqu'au rideau qui vous indique qu'il faut aller par là et pas par là, parce que la déambulation n'est pas d'une simplicité folle au premier étage du musée Mayol, mais c'est magnifique. Et ce qui me réjouit, c'est d'entendre rire les visiteurs. Parce que quand je suis là, je me cache parfois et j'écoute et les gens explosent de rire. J'ai pas eu ça dans d'autres musées. Puis vous ne voyez pas chez nous avec vos ouvrages dans la main. Donc vous ne savez pas ce qui se passe dans notre intimité. Et là, vous êtes un petit peu dans l'intimité de ceux qui vous aiment, qui vous découvrent, qui vous redécouvrent et qui découvrent ces centaines de variations de chats, puisque c'est ça aussi qu'on découvre dans cette exposition. Il n'y a pas un chat, il y a des chats, et tout ça, ça se passe dans votre tête. Il y a des grands tableaux, oui. Il y a des sculptures, il y a des écrans de télé, il y a cette mise en regard de très grands artistes comme Picasso et un tableau à moi. Botero et un tableau à moi, Soulage, etc. Et là, je me suis amusé. Faites même une petite référence à Banksy avec ce tableau qui s'autodétruit. Oui. J'adore. On peut pousser sur le bouton, hein. Je le demande. Et il faut autodétruire l'œuvre, c'est très important. Absolument. On sait que ça peut rapporter des millions d'euros. J'avais envie de vous demander un petit dessin. Ah bon, pour vous? Vous voulez bien? Bah oui. Oui. Et on a 2 minutes. Oh, vous avez peut-être mieux. Oui, vous avez mieux que moi. Mais ça, alors, je vais évidemment pas vous faire un dessin sur le thème d'une des salles. Dont regardez, vous commencez tout de suite. Vous êtes trop fort. J'ai rien dit. C'est le nez. Non, mais maintenant que vous y arrivez, je vais poursuivre. Mais j'arrive, observez-le bien, à parler, à faire des phrases dans lesquelles je ne fais théoriquement pas de faute de grammaire, mais on ne sait jamais. En dessinant, vous n'êtes donc pas un homme. Vous êtes une femme. Alors non, alors je vous garantis que je suis un homme cis. D'accord. Vous qui êtes journaliste, vous savez ce que c'est. Bien sûr. Et j'ai découvert ça, et moi je croyais que j'étais juste un homme. Ah non, je suis un homme cis. C'est un homme qui est né homme et qui se sent homme. Et donc, voilà. Alors, attendez, hein. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, je voulais vous dire un mot de la salle que vous avez évidemment vu, consacrée à l'origine du monde. Bien sûr. Le célèbre tableau de Courbet, mais... Vous l'avez fait Magritte. Alors, on expose pour la première fois une copie qui est attribuée, on est sûr à 98% et demi, qu'elle est de la main de Magritte. Génial. Et ça, c'est juste incroyable. Et je raconte comment c'est arrivé, on n'a pas le temps ici de le faire. Et donc, moi, je me suis amusé à faire des variations sur le thème, alors qui ne sont pas recommandées aux enfants, forcément, mais il y a un rideau qu'on pourra fermer devant la salle, mais je pense que les adultes vont bien aimer. Voilà. Vous vouliez me faire dessiner sur quel sujet? Oh non, je vous en prie, j'adore vous voir créer, c'est ça qui est le plus beau. Oh, c'est génial. Non. Mais quel talent. Et pour nous, en direct, on a de la chance. Oui, hein. Oui, évidemment. Bon, j'ai encore le temps de le faire parler? Oh bah oui, bien sûr. D'accord. Allez-y. Au pire, on laissera le générique dessus pour le voir parler. Alors, c'est une... On improvise, hein? On est d'accord. C'est une vraie victoire. Oh, j'adore. Pour moi, d'avoir... Vous écrivez bien. Passé 42 ans de chat
allons-y dans les... Mais je le pense. Le chat dit parfois ce que je pense. Ce merveilleux Moment. Oh, ça, je vais le garder précieusement. Avec... Alors, je me demandais si j'allais mettre avec Victoire, mais j'ai pas la place, alors je vais mettre avec elle. Oh, génial. Voilà. Ça, c'est magnifique. Dites-moi, dans le timing, est-ce que Là, on n'a plus de temps. j'ai encore le temps de signer? Ah oui, bien sûr. Je mets un petit cœur, et ça, ce n'est pas la signature de Donald Trump, avec qui on la confond parfois, mais c'est la mienne. Oh, elle est incroyable. Voilà, c'est pour vous. Mais quel talent. Je montre quand même ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent. Pour faire des C'est de jaloux. la chance. Regardez, comme je suis heureuse. C'est pour faire des jaloux. C'est pour faire des jaloux, c'est que pour ça. C'est pas joli, ça, comme démarche. Non, tant pis, je On m'en s'en fous. fout, hein. Bah oui, on s'en fout complètement. Je vais Philippe vous dire, Gueluc. ils avaient qu'à pas regarder. Ils avaient qu'à pas regarder. C'est leur problème. Mais il faut qu'ils nous regardent quand même, évidemment. Philippe Gueluc, un immense merci d'être venu sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. On remonte votre 25e album, L'origine du chat, et on continue à dire qu'il faut absolument aller découvrir cette exposition géniale au musée Mayol. À très bientôt. Merci beaucoup. Et on continue tout de suite avec la conso. Depuis l'annonce de l'arrivée de Shein au BHV, c'est un véritable raz-de-marée médiatique qui entoure cette ouverture. Une ouverture pointée du doigt, décriée et dénoncée par la très grande majorité des acteurs et des personnes concernées. D'autres disaient que derrière le scandale écologique, humain et commercial se cachait un véritable coup de génie marketing et une future réussite commerciale. Bilan plus que contrasté pour le moment, dont on va parler avec vous. Pauline Landais-Barraud, vous êtes journaliste au service Web Éco du Figaro. La force, c'est vrai, s'il y en a une de Shein, c'était ses prix ultra mini, des prix contractés, des tarifs qui défiaient toute concurrence et qui avaient réussi à séduire une clientèle qui avait un budget très serré et un pouvoir d'achat, on peut le dire, très contracté. Et finalement, c'est pas ce que les acheteurs ont retrouvé au cœur du BHV. Non, c'est sûr que les prix sont assez élevés. Même j'ai pu donc m'y rendre ce week-end et constater par moi-même que les prix sont finalement plus élevés que ce qu'on connaît dans la fast fashion européenne. C'est-à-dire que prendre des marques comme H&M, Zara, Mango. Exactement. C'est-à-dire que le jean, il est à 37,99 €. C'est pas donné, hein? Non, non, pas du tout. D'ailleurs, moi-même, je porte un jean Zara sur moi aujourd'hui. Je suis allée vérifier. Je l'ai payé 25 €. Et c'est du made in Tunisie, pas made in China. Donc, oui, on est sur de la fast fashion et pas sur de l'ultra fast fashion. Avec des conséquences assez classiques qui est reproduit chaque année. Voilà, c'est pas une collection éphémère qui va partir très rapidement. Est-ce qu'on sait pourquoi on ne s'y retrouve pas en termes de prix au sein du BHV ? Et c'est vraiment un parti pris. Frédéric Merlin, donc le patron du BHV, n'a jamais caché son ambition de proposer du premium, du Shein, mais vraiment le must de Shein, pas le t-shirt à 2 €. Ça, donc le premium de Shein, mais est-ce que c'est ce que cherchent les gens ? Du premium Shein? Eh ben, apparemment pas, parce que, encore une fois, quand j'y suis allée, j'ai posé des questions et les gens, alors tous étaient là par curiosité. Ils m'ont tous dit, on est venu pour voir, on n'est pas forcément... un peu de honte aussi, un peu de gêne. Je me suis posé la question. En tout cas, ils étaient là pour voir, peut-être pour acheter, mais la plupart n'achèteront pas finalement. C'est-à-dire qu'en fait, ils font aussi le calcul que je me suis fait dans ma tête. Est-ce qu'il faut pas mieux acheter un jean Zara, produit, alors pas localement, on n'est pas dupe. C'est pas du made in France. Non, mais pas moins loin, de meilleure qualité. Enfin là, tous les produits là-bas, c'est du 100% acrylique, il suffit de toucher la matière, c'est moche. Justement, j'allais vous demander si, parce que les prix sont un peu plus élevés et qu'on est dans la gamme premium de Shein, est-ce que la qualité est plus intéressante que ce qu'on peut commander en ligne? J'ai pas le sentiment que ça soit vrai. Non, j'ai vraiment vérifié, je suis allée checker toutes les étiquettes, c'est du 100% acrylique. Dans tous les jeans, il y a plus de 15% d'élastane. Donc vous voyez, c'est pas le jean brut un peu, non, c'est le jean en fait collant. Oui, voilà, c'est ça exactement. Donc en vrai, même quand on touche, on sent bien que la qualité est pas là. Et les gens me l'ont dit. Les gens ont dit, bah oui, en fait, on voulait voir, mais on est un peu déçus. Donc il y a un vrai effet déceptif en plus. Il y a un vrai effet déceptif. Après, je voudrais pas cacher une chose qui m'a marquée, c'est que beaucoup de gens sont venus au BHV ce week-end-là pour voir Shein. Il y a un vrai... Il parle de succès populaire et en vrai, la vérité, c'est qu'il est là. C'est que les gens font la queue. Moi, j'ai dû faire la queue pour rentrer. Alors, j'étais samedi après-midi, donc voilà. Il y avait du monde. Il y avait du monde. Mais en fait, dans les étages du BHV, il y a quand même beaucoup moins de monde. Enfin, c'est vide, pardon. Bah oui, oui. Même en ça week-end. dépend. Il y avait peut-être il y a le stand Legami, là, c'est les petits crayons italiens qui a un peu de succès, etc. Il y a du monde à la déco de Noël, voilà. Mais au 6e étage, il y a une foule. C'est différent. Et il y a des gens ça veut dire que c'est des acheteurs en ligne?
Alors oui, tous étaient déjà des acheteurs de Shein avant de venir là par curiosité. Il y a une femme enceinte qui m'a dit qu'elle venait de passer une commande de 3 pantalons, 3 hauts. 60 €. 60 € sur place. 60 €, on repartait avec 2 articles max. Mais même pas 2 articles. Est-ce que dans cette volonté de Frédéric Merlin et du BHV de proposer le premium de Shein, il y avait aussi cette obligation de respecter un certain nombre de règles liées à la concurrence et donc de ne pas être dans le viseur des autorités ? Alors oui, évidemment, mais normalement, c'est le cas des autres produits qu'on trouve aussi sur le site. Ils sont censés être... Ils sont censés. Oui. On a vu qu'il y avait un certain nombre de problèmes, notamment avec ces poupées pédopornographiques. Au niveau de l'habillement, normalement, il n'y a pas de... Voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si c'est passé par le canal officiel, il y a des taxes. Il y a des taxes européennes, il y a la TVA. Et donc, ça coûte plus cher. Et donc, ça coûte plus cher. Mais il y a très justement, il y a des clients qui m'ont dit, on a bien conscience que ici ils sont passés par le stade TVA, donc ils avaient quand même conscience que si c'était plus cher, c'était aussi parce que potentiellement ça avait été imposé au préalable. Et puis on n'impacte pas évidemment le prix aussi de la livraison. Non. Qui est normalement assez peu élevé aussi sur ces plateformes qui misent là-dessus. Moi, ce que j'ai noté aussi, c'est que le BHV a bombardé cette nouvelle clientèle d'offres explosives. En voisine du BHV, j'ai une confidence à vous faire. J'ai reçu hier dans ma boîte aux lettres un petit carton m'invitant à venir me rendre au BHV pour venir redécouvrir leur collection, bénéficiant de moins 25% sur les pulls, moins 20% sur le linge de maison. Ça dit quelque chose quand même. Là, il y a une opération séduction qui ne se fait pas que sur Shein, qui se fait aussi pour rattraper l'ancienne clientèle. On a le sentiment que c'est un peu contrasté. Hein. Tout à fait. C'est vraiment, c'est presque antithétique par rapport à ce qu'était le BHV depuis toujours et ce corner au 6e étage qui en fait draine une population complètement différente. Moi, les moins 25% chez Shein, j'ai vraiment senti que on vous a entendu, on a compris que c'était trop cher par rapport à vos attentes, donc on vous offre ces moins 25%. Venez, en fait, on entend vos, enfin voilà. En fait, c'est pas si cher. Oui, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux jeunes filles qui étaient là, que j'ai vues, avant même de les interpeller, je les ai vues faire des gestes, oh là, c'est trop cher, voilà, et qui m'ont quand même confié qu'avec les moins 25%, elles avaient acheté un pull. D'accord, donc ça redevient un peu plus raisonnable, en tout cas plus dans l'idée des prix qu'on se fait d'un achat Shein. Est-ce que pour l'instant, c'est un flop commercial ? Et je me suis posé la question avant de venir, si on pouvait vraiment parler de flop commercial. En fait, on n'a pas les chiffres. Je leur ai demandé. Je leur ai vraiment demandé. Ils m'ont dit qu'il y avait donc 50 000 personnes qui étaient venues le premier week-end et entre 8 à 10 000 personnes qui étaient venues chaque jour depuis. Donc en ça, c'est un succset populaire. Ça, ils le disent. Incontestable. Incontestable. Mais combien sont finalement passés à la caisse ? Et bien ça, ils ne veulent pas le dire. Ils ne veulent pas. Donc c'est que c'est pas génialissime comme je l'espérais. Je ne pense pas. Derrière le gros coup de com' et l'opération marketing d'envergure, pour l'instant, en tout cas, c'est contrasté au niveau de la réussite commerciale. On peut se poser la question. On a vu que Frédéric Merlin avait un peu rétropédalé aussi sur l'installation des corners Shein en région. On imagine que c'est en relation avec les discussions négatives qui entourent cette installation et peut-être aussi un bilan commercial contrasté. Bon, là, ce ne sont que des supputations. Oui, surtout, encore une fois, je leur ai posé directement la question et ils m'ont dit pas du tout, au contraire. C'est parce qu'on a eu un tel succès populaire, une telle foule, que en fait, on doit mieux se préparer en province, en région, pour ouvrir les corners Shein dans les Galeries Lafayette. C'est peut-être pas faux non plus sur la question de la gestion des flux. C'est tout à fait possible. Ils m'ont dit, aujourd'hui, on avait prévu 300 à 400 mètres carrés par point de vente Shein dans ces Galeries Lafayette qui sont devenues des BHV. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux ? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire plus grand ? Et donc, c'est en tout cas la raison officielle qu'il donne pour expliquer le report de l'ouverture de ces points de vente. Un dernier mot, on note qu'il y a quand même beaucoup de marques qui ont quitté le BHV suite à l'arrivée de Shein. Ça va avoir des répercussions forcément sur le chiffre d'affaires du BHV. Ah bah oui, c'est sûr. Après, le chiffre d'affaires du BHV, c'est pas très bon avant l'arrivée de Shein. Mais là, effectivement, moi, ça m'a vraiment marqué. Il y a des pans entiers, enfin, c'est vide. C'est-à-dire que Sandro, Mage, etc., qui sont tous en plus côte à côte dans ce genre de magasin, ça fait un vide immense. Donc oui, on se pose la question. Et je trouve qu'à la veille de Noël, en plus, l'ambiance, ça l'a... Oui, on n'est pas dans une ambiance de grand magasin avec ces vitrines qui sont hyper joyeuses où les enfants se pressent, il y a un monde de dingue dans les magasins pour finaliser ces cadeaux. Pour l'instant, c'est pas ça.
Il reste encore un petit peu de temps Oui. avant Noël. C'est sûr. Mais en plus, le 6e étage était l'étage des jouets, des enfants. Et là, il n'y a plus rien. C'est un peu triste. C'est un peu triste. On se quitte là-dessus. Ouais. C'est une excellente conclusion, finalement. Merci beaucoup, Pauline Landais-Barrot, d'être venue nous parler des premiers bilans autour de cette arrivée de Shein au BHV. On aura le plaisir de vous retrouver bientôt dans l'émission. En tout cas, on l'espère. Un grand merci. À très vite. Et moi, je vous dis à demain dans Bienvenue en Ile-de-France. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain 19h.